passe. Ensuite, que avons-nous ensuite soutien financier aux communes sinistrées des Alpes-Maritimes. Suite aux intempéries dévastatrices qui ont eu lieu dans le département des Alpes-Maritimes et qui ont fait d'énormes dégâts et de nombreux sinistrés, l'Association des maires de l'Hérault a lancé un appel à solidarité envers toutes les communes du département de l'Hérault. Ainsi, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de verser la somme de 250 € sur le compte bancaire de l'Association des maires de l'Hérault au profit des sinistrés des Alpes-Maritimes. Qui est pour? Voilà. Il nous a semblé que cette situation, justement, avait beaucoup de sens pour nous et qu'il était important de marquer notre solidarité. Je ne sais pas si... Hein? La prochaine, c'est pour toi. Je te donne le colis. Alors, la délibération préférée, les décisions modificatives de budget. Je sais que vous êtes tous venus pour ça. Barbara est partie après. Alors, il faut que je me rappelle. C'était pour laquelle celle-là? Il n'y avait pas des trucs plus explicatifs. Les 4 000 €, c'est quoi? C'est le parking. Voilà, donc on a acheté un Karcher pour pouvoir nettoyer les rues et on a acheté quelques barrières supplémentaires, les barrières qu'on met sur la place. Voilà, et donc ça fait donc en tout 4 000 € de dépenses en plus qu'il a fallu faire passer depuis notre sous-budget du budget parking. Donc c'est juste pour permettre ce Karcher et ces barrières. Donc c'est 4 000 € qui passent du D2313 IMO en cours construction au D2188 immobilisation corporelle. Voilà. Donc qui est pour? Qui veut une explication? Ok. La deuxième, c'est que donc Régine est partie des logis verts et donc nous avons dû lui rendre sa caution. Et c'est Bastien qui est arrivé, qui nous a payé une caution. C'est-à-dire qu'il y a les 326 € de caution, donc il y a une sortie pour Régine et une entrée pour Bastien. Donc c'est une augmentation de crédit du D165 et une augmentation du crédit du R165. Voilà, pour 326 € pour les deux, donc ça c'est équilibre pour les deux. Qui est pour? Voilà. Et la dernière, c'était pour le paiement des armoires. Donc c'est un peu encore le bazar dans les locaux de la mairie. Donc on a acheté des armoires en plus pour ranger tous les dossiers. Et on a aussi vu les responsables du centre de gestion pour le RGPD qui aimerait bien qu'on ferme les armoires un peu à clé et qu'on contrôle bien. Donc on va acheter pour 1 500 € des armoires supplémentaires et 3 armoires supplémentaires. Et cet argent, on le prend sur l'argent qu'on avait mis de côté pour payer les travaux d'accessibilité du parvis de la mairie, et on va vous en parler plus tard parce qu'on ne va pas les faire avant la fin de l'année. Donc cet argent-là, on l'a, autant acheter des armoires dont on a besoin maintenant. Donc ça, c'est-à-dire qu'on fait passer du D2313 156, et donc qui faisait partie de l'immobilisation en cours de 1 500 €, on le fait passer sur le D2188, autre immobilisation corporelle. Voilà, et donc c'est 1 500 € de transfert. Qui est pour? D'accord. Pour revenir sur en fait, je ne sais pas si vous voyez dans le bureau dit du bureau du maire et du conseil privé, il y a toute une série d'armoires où il y a des archives. Ce sont des armoires sympathiques, et puis il y en a 2 qui sont à moitié remplies avec des étagères qui se cassent la gueule, etc. Bon, donc on va finir par 2 armoires propres.
Une des armoires qu'il y a là, on va la récupérer pour la mettre dans le bureau. Et la troisième armoire, je la prendrai moi parce que j'ai rien pour ranger les dossiers. Et donc actuellement, ils sont sur une table. Donc ce sera un peu plus propre comme rangement. Voilà. Alors, celle-là est passionnante aussi. Pendant que je fais la lecture. Donc, objet, mandat au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, CDG 34, pour organiser une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d'une convention de participation relative aux risques santé. L'Assemblée délibérante, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en particulier son article 22 bis, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, en particulier le 6e alinéa de son article 25 et de son article 92, vu l'article L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leur établissement public au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, vu la circulaire d'application RDFB 12 20 78 9C du 25 mai 2012, vu l'avis rendu par le comité technique, considérant, conformément à l'article 22 bis de la loi numéro 634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qui les emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires actifs et retraités. Conformément à l'article 88.2.1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leur établissement public les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi numéro 83. Je vais vous faire signer une décharge. Ouais, saute les lignes, saute 4 lignes. En fait, je vous explique donc conformément aux prescriptions de la circulaire RBFB du 25 mai 2012, les centres de gestion ne peuvent pas prendre l'initiative d'une mise en concurrence pour la conclusion d'une convention de participation sans en avoir reçu mandat de collectivités territoriales et d'établissements publics locaux. Après en avoir délibéré, donc le Conseil décide de donner mandat au centre de gestion 34, CDG 34, pour organiser une procédure de mise en concurrence en vue de conclure une convention de participation relative aux risques santé. T'as pas soif? Qui est pour? Ah, vous êtes bon public. Qu'est-ce que là, je vais pas signer, qu'est-ce qu'il y a après? C'est pour toi encore, je pense. Ben, ça va, c'est une modification, ça serait que ce soit dessus, mais bon. Je dis qu'elle est pas là. Ah bah tiens, oui, allez, je vais signer. Alors, conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Il est proposé au conseil municipal 1. La suppression d'un poste d'adjoint administratif principal à temps complet pour cause de départ à la retraite. C'est la fermeture du poste de Halle. La suppression d'un poste d'agent de maîtrise à temps complet pour cause de non-pourvoi d'un poste créé dans le tableau des effectifs. Donc ça, c'est le poste de chef des ateliers qui avait été mis en appel à recrutement après la mise à l'écart de Lilian Maury. Cet appel à poste est supprimé, est suspendu, et donc le poste créé dans les effectifs est supprimé. Le Conseil, entendu l'exposé du maire et après avoir délibéré, accepte la suppression des postes tels que définis et accepte de modifier le tableau des effectifs tel que mentionné ci-dessous.
Le tableau des effectifs de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert se compose comme suit. Filière administrative, catégorie B, un rédacteur territorial principal, un poste non pourvu. Catégorie B, rédacteur territorial, un poste. Catégorie C, adjoint administratif, il y a un poste non complet à 31h,5, donc ça c'est Virginie. Filière culturelle, catégorie B, assistant de conservation du patrimoine, un poste non pourvu. C'est bon tout ça? Filière technique, catégorie C, adjoint technique principal, un poste. Adjoint technique, 3 postes. Filière police municipale, catégorie B, chef de police municipale, un poste. Service culturel, c'est un poste non pourvu. Ah, c'est des postes qui ont été ouverts pour une municipalité, mais pour lesquels il n'y a pas d'agent du tout. C'est des possibilités de nommer des gens à ce poste-là. Parce que pour Baptiste est en contrat. En contrat contractuel. Voilà. C'est pour ça qu'il est non pourvu. Baptiste n'est pas. Okay. Pas partie du Voilà, donc en gros, ça reprend tout l'existant, mais bon, on supprime le poste de l'âne qui est parti à la retraite et on supprime ce poste qui n'avait été créé que pour faire croire que. Qui est pour? Tu t'abstiens pour non? T'as voté? T'as voté 2? Ouais. J'avais pas vu ton. Ici on a 3, Alors, je pense que dans le cadre de la situation sanitaire, on a effectivement le droit d'avoir un quorum plus faible avec la question se pose pas pour aujourd'hui, mais on sait jamais. Alors, délégation au maire pour entamer les discussions avec la propriétaire du château du Géant. On a fait passer dans le verdict stéphanien le dossier du château. Je ne pense pas. Non, c'est pas. Donc c'est un loupé de notre part. On a tiré la sonnette d'alarme, ça fait à peu près un mois et demi. Ouais, quelque chose comme ça. Par rapport au château, en particulier aux fenêtres, et à ce qu'on appelait la silhouette emblématique du château. Donc on a tiré la sonnette d'alarme auprès de l'État, de la région, du département et de la communauté de communes. En demandant une aide financière, administrative et technique, parce qu'on a dit qu'il y a urgence et on ne veut pas tomber dans des choses qui vont nous prendre 2 ans pour savoir si on peut faire ces travaux. Voilà. Donc on a eu un accueil très positif de la part de l'État, de la DRAC, de la DREAL, de la communauté de communes et du département. Voilà. Donc j'ai envie de dire qu'on a préparé aussi déjà des devis par rapport à la réparation des 2 fenêtres, la remise en état. Donc les choses se présentent bien, mais évidemment, voilà, il faut passer sur ce problème privé. On a reçu Madame Dubois avec Delphine et Bernard. Elle nous a fait un courrier très clair sur le fait qu'elle est très contente qu'on se préoccupe de ça. Il n'y en a pas le droit. Hein? Il n'y en a pas le droit. Non, si, on a le droit. On peut prendre un arrêté, faire les travaux et lui présenter la facture. Et je pense que c'est pas la solution, parce que sinon on va vers des conflits. Non. Là, donc l'idée c'est d'entreprendre maintenant des démarches pour que soit elles nous le vendent pour un euro symbolique, mais je pense qu'elles nous n'y comptez pas. Mais plus vraisemblablement pour avoir un bail amphithéotique, et ça je pense qu'on va y arriver. Voilà. Parce que du coup, vu le courrier qu'elle nous a fait, si elle ne voulait pas, elle porterait un peu la responsabilité qu'elle ne puisse pas sauver. C'est déjà très près de leur argent, mais très malin et très fort. Oui. Parce qu'il y a des années qu'on y tourne. Hein. Voilà. Nous aussi, on est malin. Oui. Voilà. Donc j'ai eu un courrier
le courrier de Madame Dubois qui dit clairement qu'elle nous remercie de notre prise de position de cette affaire, renouvelle son engagement à nos côtés pour mener à bien le sauvetage du château du Géant. Voilà. Donc, plutôt dans le bon terme, donc avant d'aller plus loin par rapport à l'État, à la communauté de communes qui piaffe pour nous aider, j'ai dit maintenant il faut qu'on règle le problème de la propriété, mais on ne pouvait pas le faire tant qu'on n'avait pas un devis, c'est-à-dire voilà ce que ça coûte, est-ce que vous voulez le mettre sur la table? Voilà, je pense que là, par rapport à ce que tu dis, Gérard, ça va la faire réfléchir. Non, mais non, ça va se résoudre. Voilà. Robert Marine, plus que vous. Hein? Qu'est-ce qui a fait que la personne en question propriétaire n'a pas, je sais qu'il y a pas mal de travaux, je le vois, enfin je le connais, n'a pas fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui pose problème? Parce qu'en fait, c'est quoi? Je crois que Madame Dubois veut que le château devienne monument historique. Et que par conséquent, pour que le château devienne monument historique, il faut faire des aménagements dessus, enfin du moins des consolidations. Et donc c'est l'idée qu'elle a. Si on doit en gros l'aider dans ce projet du château, il faut qu'en contrepartie on lance des démarches auprès des monuments historiques pour que le château soit classé. Enfin, je crois que c'est plus ou moins sa contrepartie. Je ne sais pas si On verra. Moi, c'est le ressenti que. Si vous voulez, on est effectivement sur une partie un peu de bras de fer. Ce que j'ai fait, c'est de mettre à la fois la pression sur ce qu'on a fait avec le dossier, de mettre la pression sur les institutions en disant on ne va pas laisser tomber la silhouette du château, mais du coup ça met aussi la pression sur Madame Dubois, parce que si elle ne propose pas, c'est elle qui va se trouver responsable de la chute du château. Arrêtez le péril. Oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin, On passera par là. À l'époque, avec Jacques Andrieux, on l'avait rencontré plusieurs fois, Madame Dubois, on a rencontré même la deuxième propriétaire qui a donné sa part largement à la commune. Elle n'a jamais voulu entendre le courrier. Elle nous avait demandé que la bergerie qui est en bas, on lui refasse toute la bergerie, toute la toiture. Non mais. Oui, on l'a rencontré ce mois d'août, mais elle n'en a plus parlé. Eh bien, nous, c'était tout le temps arrêt, ça, et il n'en était pas question. Écoutez, de toute Et façon. ça a duré des années. Oui, non, mais ça, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Mais en tout cas, on va essayer. Monsieur Richard. Je voudrais faire une intervention sur deux points. D'abord, une fois de plus, la municipalité actuelle n'est pas responsable de ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé dans les années antérieures, mais il faut savoir que le Conseil général de l'Hérault avait décidé de porter son action de restauration sur 5 châteaux de l'Hérault. Et que dans ces 5 châteaux, il y avait bien entendu le château de Saint-Guillain-le-Désert. À l'époque, c'était Madame Christophe qui était conservatrice des bâtiments de France et qui avait favorisé le fait que le château de Saint-Guillain soit choisi. Or, le Conseil général avait fait savoir qu'il pouvait financer, mais à travers la communauté de communes, si la communauté de communes en était d'accord. La réponse de la communauté de communes, et je ne vous donne pas les raisons, vous les connaissez, elle a été « il n'en est pas question ». Et à ce moment-là, le Conseil général a déplacé son choix, et ce n'est pas le château de Saint-Guillain, ce sont d'autres châteaux de l'Hérault qui ont été choisis, et qui sont depuis 10 ans l'objet du financement du Conseil général de l'Hérault à travers les communautés de communes. Voilà déjà un premier point qu'il ne faut pas oublier. Je répète, je fais de l'historique, ce n'est pas votre responsabilité, mais il faut quand même le savoir. La deuxième chose, c'est que Madame et Monsieur Dubois possèdent non seulement le château, mais possèdent ce qu'on appelle ici le cabinet du géant. Et que le cabinet du géant a sur le haut l'avantage d'être beaucoup mieux conservé et que, effectivement, ça sera dit par les spécialistes qui étudieront la chose, que le cabinet du géant, d'une certaine façon, fait partie intégrante du château. Et qu'à faire quelque chose, il faudrait faire les deux. La troisième observation, c'est que pour des raisons qui leur sont personnelles, les Dubois ne céderont pas la propriété. Non. Et je ne voudrais pas, je connais parfaitement la législation, et je ne voudrais surtout pas que la commune
se trouve engagée dans des procédures judiciaires dont on a parlé tout à l'heure. Parce que c'est bien beau de dire on va l'obliger à ceci, ça n'existe pas, on n'est pas encore dans un régime autoritaire dans ce domaine-là, et en tout cas, si elle refuse, elle et sa famille, de donner l'autorisation, à ce moment-là, on reste sur cette affaire. Donc je pense que là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de relations humaines qui ne sont pas faciles parce que Mme Dubois a une position très arrêtée, que vous connaissez, mais nous la connaissons aussi. Et ce qu'a rappelé tout à l'heure M. Teul est tout à fait vrai. À l'époque, cela paraissait pouvoir être monnayé, entre guillemets, par l'autorisation de la bergerie qui a été refusée. Non seulement par la mairie, mais certainement aussi elle aurait été refusée par les Bâtiments de France, parce que cette bergerie, succursale de bergerie, a été accolée à la fortification, et donc elle n'a pas de raison historique ni rien d'être présente. Donc ce que je veux dire, le projet, je suppose qu'il en sera question à la prochaine commission du patrimoine, qui probablement aura un avis à donner sur ce projet-là, mais c'est déjà une affaire de longue durée. J'ajoute pour terminer que quand nous avons obtenu de Mme Gégère le don de la partie qui lui appartenait, plutôt qu'appartenait à son père, les choses n'ont pas été simples, il faut le savoir, mais je le rappelle parce que peut-être tout le monde n'est pas au courant, parce que M. Gégère, à l'époque, n'avait pas acheté en réalité les deux morceaux dont, d'après le cadastre, ils étaient propriétaires et maintenant c'est la commune, mais M. Gégère avait acheté la totalité du château. C'est au moment de la révision cadastrale de 1963 que les gens du cadastre, sachant que l'entour du château et le cabinet du géant appartenaient au Dubois, a fait la situation que vous avez à gérer maintenant. C'est-à-dire, il y a une partie qui appartenait au Gégère et qui a été cédée, qui a été donnée à la commune, et il y a deux petits morceaux qui sont restés à la propriété de Mme Dubois d'après le cadastre. Donc ça, c'est un élément d'information juridique, mais qui a son importance. D'autant plus que les choses avec les Gégère ont été assez compliquées mais intéressantes, dans la mesure où M. Gégère, quand il est mort, sa succession, lui il est mort à Paris, il avait des propriétés dans la Seine, etc., sa succession n'a pas pris en compte le château du Géant. Et pour que Mme Gégère fille puisse faire le don à la commune, il a fallu réouvrir la succession de son père. Et vous savez qu'aujourd'hui, réouvrir une succession et recommencer la succession de quelqu'un, c'est d'ailleurs la famille Gégère qui a été très généreuse avec la commune de Saint-Guéen. Il faudrait quand même quelque part se le rappeler, parce que c'est la famille Gégère qui a pris à sa charge les frais de réouverture de succession et qui a décidé de donner le morceau dont, d'après le cadastre, elle restait propriétaire pour la commune. Dernière chose, et je m'entraînerai là parce que ça fait beaucoup, comme vous le savez, il n'y a pas de chemin communal d'accès au château. Ce qui d'ailleurs a fait prendre à M. le maire, il y a deux mandats, un arrêté municipal qui n'est pas respecté par les visiteurs, qui est pourtant affiché à la Croix de Jean au porcher en disant qu'il est interdit d'aller au château. La visite du château est une visite interdite. Et les propriétaires, non seulement les propriétaires du château, mais les propriétaires voisins sont d'accord avec cet arrêté municipal que la police municipale, comme bien d'autres d'ailleurs, ne fait pas respecter. Donc là, il y a un problème parce que les gens sont avertis, c'est très dangereux sur le château de s'approcher sur les bords parce qu'il n'y a aucun bastingage, il n'y a aucune protection. Et s'il y a un accident, la commune se trouverait dans une situation un peu difficile. M. Andrieux avait envisagé, à la hauteur de la croix qui est en haut au col, là-haut, de mettre en place une barrière même symbolique pour avertir les gens qui n'avaient pas à aller visiter le château, qui est très dangereux. Voilà quelques points historiques que je tenais à vous donner parce que, à mon avis, ils font partie du dossier concernant la restauration du château, dont bien entendu je ne conteste pas, bien sûr, l'intérêt à la fois pour la commune et pour Saint-Guéen en général. Voilà. Et la municipalité de M. Ferfinier avait tenté des démarches, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la bergerie, il y a tous les réseaux qui montent, l'eau, l'électricité et tout.
C'est M. Fressinet qui le avait fait monter à la bergerie. Mais elle n'a rien lâché. Hein. Alors, de toute façon, si vous voulez, il y a l'électricité. Elle lui appartient. Non, elle ne lui appartient pas, elle n'est pas loin. C'est la mairie qui a payé les réseaux. Je pense que, si vous voulez, la seule chose qui a changé, là, on parle bien là pour l'instant, de préserver la silhouette. Bien sûr. On ne parle pas de reconstruire. Voilà. Bien sûr, on a tous en tête envie qu'à terme, puisse aller profiter du paysage et que ça soit une attraction touristique. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de préserver juste la silhouette parce qu'elle est emblématique. Bien sûr. Et ce qui a changé par rapport au passé, c'est tout simplement que si on ne fait rien dans les mois qui viennent, ça va tomber. Oui. Et que donc, notre responsabilité, c'est de tirer la sonnette d'alarme, y compris auprès de Madame Dubois, en lui mettant sous le nez que si elle ne cède pas, ça sera sa responsabilité. C'est sûr. Je veux dire, elle portera ça. Voilà. C'est un peu ça notre négociation, parce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas l'obliger à... Et une seule pierre qui tient tout. C'est une seule pierre qui tient tout. Voilà, donc la délibération à ce sujet est donc... Monsieur le maire alerte le conseil municipal sur la situation du château du Géant qui se dégrade au fil du temps. En effet, une attention particulière doit être portée sur les fenêtres du château, silhouette emblématique de notre commune, afin d'aboutir le plus rapidement possible à une consolidation de celle-ci et à une mise en sécurité. Les services de l'État, de la région Occitanie, du département de l'Hérault et de la communauté de communes Vallée d'Hérault ont été également alertés sur la fragilité et la dangerosité de ce patrimoine. Des contacts ont également été pris avec la propriétaire du château qui souhaite également trouver des solutions pour mener avec la commune la mise en sécurité de ceux-ci. Aujourd'hui, afin de continuer les discussions et trouver un consensus qui permettrait de procéder à cette mise en sécurité et à cette consolidation, le conseil municipal, après en avoir délibéré, délègue monsieur le maire pour entamer les discussions avec la propriétaire de ce site. Voilà. Qui est pour? Si c'est le fait qu'il n'y a pas de chemin pour accéder au château, la propriétaire, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais aller en parachute, c'est tout. Il n'y a pas de chemin cadastral. Ça concerne les 3500. Il passe chez privé, c'est ça. Voilà. Oui, le chemin de château, il est privé. Oui, c'est ça. Pas de chemin communal. Mais est-ce que de l'intersection avec le GR jusqu'au château, c'est chez elle? C'est le département. D'accord. Départemental. Départemental, le chemin qui est On derrière. le gère. Entre le GR et le château. Après, de la chemin de service. Si le chemin de service, c'est privé. Cadastral, mais ça c'est. Il faut avoir de cadastre s'il y a le chemin de service. Oui, ça va. Il faut regarder, mais il faut c'est un peu qu'il faut entreprendre l'aspect du temps. Oui, c'est bon, je comprends pas ce que tu dis, Thomas. Création de cette commission extra-municipale. Là, on est 7, donc il y en a un par photo. Enfin, s'il y en a que ça intéresse, j'ai là le petit dossier qu'on a fait, on va pas faire circuler, je vois les documents. Voilà, le petit dossier qu'on a envoyé à tout le monde avec surtout des photos. Voilà, donc ça c'était juste pour leur resituer. Et après, vous voyez, là, les fenêtres qui tirent par les pierres, comme tu dis, etc. Et puis de l'autre côté, toutes les pierres qui sont enlevées en bas. Et puis voilà, les vues extérieures. On a eu des vues de drone grâce à Clément. Voilà. Et donc, la communauté de communes est sur les starting blocks pour nous aider financièrement. Le département est prêt à nous aider en particulier pour le bail amphithéotique. Et la DRAC et la DREA ont dit si c'est pour reconstruire à l'identique, allez-y, on ne mettra pas de bâton dans les roues. Ce qui est déjà pas mal. Et on a un devis actuellement de 27 000 €. Oui. Plus les hélicoptères. L'héliportage. Voilà. Un voyage en début de chantier et un voyage retour avec approximativement 30
transports de matériaux pour le début de chantier et 5 transports de matériaux pour la fin de chantier, pour un total de 7 000 €, voire environ 7 000 €. Voilà. Donc, on cherche des solutions moins chères, mais globalement, pour faire la réparation, la sauvegarde actuelle, on a pour 34 000 €. Comment 35 000 €. 35 000 €. Voilà. Le seul problème, c'est le propriétaire. Non, c'est pas le seul problème. La seule crainte. C'est pas le seul. Non, mais ça va. L'État vous aidera, la région vous aidera. Pour les 5 000 € quand même. Oui, le moindre chose que j'y vais, les travaux pareils, hein. Voilà. Donc les commissions. En fait, aujourd'hui, donc, on va créer les commissions. On y travaille depuis longtemps, je veux dire, puisque je vais vous faire un petit compte rendu. J'ai fait des tableaux, je sais qui est intéressé par quoi, puisque toutes les propositions que vous avez faites dans les questionnaires, elles sont triées. Donc ça a permis de faire des listes de sujets par commission. Donc on a eu plus de 1500 propositions dans les 130 questionnaires. La commission aménagement, ce qui relève de la commission aménagement et urbanisme, il y a eu 355 propositions, culture et animation 342, circulation et stationnement 294, économie tourisme 187, patrimoine 140, environnement 123, sport et loisirs 66. Dans les inscriptions aux commissions ces dernières semaines, donc on a en tête la commission circulation et stationnement, 18 personnes inscrites. Je pense qu'il y en a qui en ont marre de rouler sur les dodanes. Voilà. Deuxième commission, c'est culture et animation, 15 personnes. Ensuite, aménagement et urbanisme, 14. Patrimoine, 14. Environnement, 12. Sport et loisirs, 7. Et économie tourisme, 9. Non, sport et loisirs, 6. Économie tourisme, 9. Je confonds le rang avec le nombre de gens inscrits. Voilà. Entre ces priorités que sont définies déjà par le nombre d'intérêts de manifestation et puis les urgences, j'ai envie de dire, alors là, c'est un peu un regard personnel, mais enfin, j'ai essayé de respecter quand même un peu ces deux aspects-là. Je vous propose qu'on lance des réunions les vendredis à 18h. J'ai regardé aussi les propositions, puisqu'il y avait des gens qui... Voilà, et c'était assez difficile de trouver un créneau. Le vendredi à 18h est bien embêtant, mais il a inversement l'avantage que c'est la fin de semaine et que les gens qui seront vraiment intéressés pourront plus facilement venir. Voilà. Donc je vous propose qu'on lance ça le 6 novembre, la commission circulation et stationnement. Le 13 novembre, la commission culture et animation. Le 20 novembre, la commission aménagement et urbanisme. Le 27 novembre, la commission patrimoine. Le 4 décembre, la commission environnement. Le 11 décembre, la commission sport et loisirs. Et le 18 décembre ou en janvier, la commission économie tourisme. Tu le publieras, c'est une affiche. Oui, bien sûr. Non, mais c'était pour asséner ça, parce que j'ai beaucoup réfléchi avec mon calendrier. C'est curieux, le vendredi, il n'y a pas beaucoup de réunions à la commission. Où se feront les commissions? Alors, on verra suivant le nombre. Ça pourra être ici. Nous, on est là à partir de 18h30, l'atelier occitan, tous les vendredis. Mais sinon vu le nombre, on pourra le faire en mairie. Hein. On pourra le faire dans la salle du conseil. Ou dans la salle du 4 de Verdun. Voilà, à mon avis. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Après, de toute façon, je veux dire, la première réunion de chaque commission sera de lister tous les sujets qui ont été abordés par les gens, et puis on va définir la priorité, on va dire voilà les 2-3 sujets qui vont traiter en priorité, et après on fera des groupes de travail, c'est-à-dire que peut-être il y aura un sujet qui ne t'intéressera pas, ça va faire que tu viennes, même si tu fais partie de la commission. Et inversement, on pourra, s'il y a des gens qui ne sont pas inscrits et qui sont intéressés, c'est pas des commissions très fermées, très strictes, puisque vous allez voir, on veut qu'il y ait derrière une consultation.
Donc, création de cette commission extra-municipale. La création de commission extra-municipale résulte de la loi du 6 février 1992. L'article L. 2143.2 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de créer une ou plusieurs commissions extra-municipales sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces commissions comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal, notamment des représentants d'associations locales ou des citoyens concernés et intéressés par les sujets abordés. Ce sont aux personnes intéressées de se faire connaître. Sur proposition du maire, le conseil municipal fixe la composition de ces commissions extra-municipales pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Ces commissions sont présidées et animées par le maire ou un adjoint ou un conseiller délégué dans son domaine et peuvent s'adjoindre des personnalités compétentes dans chacun des domaines concernés. L'ordre du jour de leurs travaux s'appuiera sur les plus de 130 réponses aux questionnaires diffusés à la population en début de mandat qui ont permis de relever plus de 1500 propositions. Aucune décision ne sera prise lors de ces commissions. Elles sont un outil de travail pour l'équipe municipale et permettront de faire participer la population à la réflexion sur les prises de décision. Toutefois, une consultation plus large de la population, globalement ou localement, sera organisée sur différents sujets car la nécessité en sera validée par la commission du pacte de gouvernance et le conseil municipal. C'est-à-dire qu'on a trouvé intéressant que la commission du pacte de gouvernance puisse regarder les sujets quand il y a une demande qui peut justifier une demande de consultation de la population. L'idée, c'est que sur des sujets vraiment critiques, très importants, la commission peut travailler, mais parfois il va falloir demander l'avis un peu de toute la population. Ce n'est pas 15 personnes qui viennent, qui sont motivées pour venir à la réunion, qui doivent forcément. Ça te débroussaille déjà pas mal de choses. Ça débroussaille pas mal de choses, mais après en disant voilà, on a réfléchi en commission, on pense que le mieux c'est ça, mais c'est quand même une décision très importante et on veut que tout le monde puisse donner son avis. Voilà, c'est l'idée quand même du programme sur lequel vous nous avez élu. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de créer les commissions extra-municipales suivantes: aménagement et urbanisme, culture et animation. Je vais barrer le reste si tu permets à culture, j'ai rien contre les autres cultures. Hein notre correcteur d'orthographe avait vu déjà. Culture et animation, circulation et stationnement, économie et tourisme, patrimoine, sport et loisirs, environnement. Le Conseil, après en avoir délibéré, décide la création des commissions extra-municipales telles que mentionnées ci-dessus. Qui est pour? Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, ça c'est la Pertisen Group. Voilà. Alors, vous savez que donc, on a un monde handicapé devant la mairie qui ne fonctionne pas. Il y a un projet de le remplacer par une rampe pour handicapés à partir de la route. Au départ. Hein? Ce qui aurait dû être fait au départ. Voilà. Voilà, on prend la situation comme elle. Voilà, il se trouve que ce monde handicapé a posé des problèmes dès qu'il a été installé, qu'il est à l'arrêt par volonté de la société qui fait l'entretien depuis mars 2016 et que rien n'a été fait derrière. Donc il y a le dossier de l'architecte paysagiste pour faire la rampe, il y a un devis de la société pour nous enlever le monde handicapé de 2400 €. Donc vous vous doutez que je n'ai pas dit OK à ce devis et que donc il faut qu'on trouve un accord avec la société Thyssen Group parce que c'est absolument inadmissible. En fait, manifestement, et j'ai demandé à Philippe Lefresne qui travaille dans ce secteur-là de regarder le dossier, dans les mondes handicapés, vous avez trois niveaux. Vous avez celui qui est comme un ascenseur en intérieur, protégé. Vous avez celui qui est ouvert et celui qui est complètement en extérieur. Et manifestement, ils ne nous ont pas mis le bon. Or, il était dans le cahier des charges bien précisé qu'il était en extérieur sans protection. Voilà. Donc, il y a, à mon avis, une faute de la part de la société. Donc, monsieur le maire rappelle le contexte de cette affaire. Lors de la rénovation de mairie en 2013, la société Thyssen Group a été choisie pour l'installation de 2 ascenseurs, un intérieur et un monde handicapé à l'extérieur, rendant ce bâtiment public accessible aux personnes à mobilité réduite. Il s'avère que l'ascenseur extérieur a rencontré depuis 2013 toute une série de pannes nécessitant de multiples interventions et ayant engendré des frais supplémentaires pour la commune. Ce monde handicapé n'est plus en fonction depuis mars 2016 suite à la mise à l'arrêt par la société Thyssen Group.
La mairie n'est donc plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Les négociations amiables ont débuté avec la société ThyssenKrupp. En cas d'échec, une action en justice pourrait être engagée. Voilà. En fait, ce que je leur ai proposé, c'est que cette affaire, grosso modo, nous a coûté 18 500 €. Et j'ai constaté que les frais d'entretien de l'ascenseur sur l'ensemble du mandat font à peu près 18 500 €. Alors je leur ai proposé de couper la poire en deux et que sur les 6 ans, ils ne nous facturent que la moitié des frais d'entretien de l'ascenseur intérieur. On est dans une situation un peu faible puisque les architectes ont fait faillite, la société Alphalève qui sous-traitait ThyssenKrupp a fait faillite, donc, et que depuis 2016, la mairie n'a pas réagi. Donc voilà, hein, juridiquement, c'est un dossier qui est un peu difficile. J'ai rencontré donc, une avocate là-dessus, qui m'a dit il vaut mieux effectivement prêter à l'amiable. J'ai fait déjà cette proposition sans réponse. Donc maintenant, voilà, la proposition, c'est après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise monsieur le maire à représenter la commune en justice dans le cadre du litige qui oppose la commune avec la société ThyssenKrupp, domicilié 120 rue Georges Ancelot à Montpellier, et désigner l'avocat compétent. Donc l'avocate, dans un premier temps, m'a proposé de faire elle-même la démarche amiable. Et de sa part, ça va mieux que ça. Voilà. Mais si on n'a pas de réponse, je pense qu'il faudra aller quand même là au procès, parce que c'est pas acceptable d'avoir un appareil qui n'a jamais marché et qu'en plus on veut nous faire payer le fait de l'enlever. Alors, Robert, tu as une information supplémentaire. Je t'avais dit, on prend un chalumeau, on le démonte et on le démolit. Je sais. On n'a pas le droit. Parce que dans l'installation d'un ascenseur, ils ont des parties qui leur appartiennent personnellement. Les modules électroniques leur appartiennent. Tu n'as pas le droit de les détruire. Ils sont à eux, c'est leur propriété. C'est ça qu'ils te font payer dans l'entretien de location tous les ans. À mon avis, il doit être dans mauvais état. Oui, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est la main, ils ont la main mise sur la machine. Et que la machine ne t'appartient pas en réalité. La machine ne t'appartient pas en réalité. C'est pour ça qu'ils se sentent forts qu'ils ne veulent pas négocier. Il y a quand même une faute. D'accord, merci. Ça, il faut faire des constats d'huissier comme quoi la machine ne fonctionne pas et les mettre en demeure de la réparer. Il n'y a que comme ça. On a un mail comme quoi ils l'arrêtent, c'est eux qui l'arrêtent. Ils vont nous faire un devis de proposition de réparation, mais ça date de mars 2016 et on n'a rien eu. Et oui, c'est ça le problème. Ils sont complètement en faute. C'est ça le problème. D'autant que je vous rappelle qu'un des motifs de déménagement de la mairie, c'était l'accessibilité. Oui. C'est-à-dire que ça, sur le plan juridique, à mon avis, c'est un élément très fort. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le monde handicapé qui est en cause, c'est tous les travaux finalement d'avoir changé de mairie pour un objet qui ne fonctionne pas. Mais là, ils sont forts là-dessus. Hein. Ils ont la même idée. Hein. Et c'est là. C'est pour ça que l'avocate, elle se garde bien de la justice, parce qu'elle ne s'en sortira pas. Tu ne peux pas t'en sortir juridiquement. Bien, qui est pour Ils sont très forts, le monde. Voilà, on a épuisé le public à l'ordre du jour. Parfait. Est-ce que. Dernière question, Marie-Hélène ? Une petite question, c'est par rapport au changement de ces compteurs d'eau. On a reçu un courrier, c'est tout, on est rendez-vous, mais on n'a aucune info sur ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des infos? On a fait passer dans une description. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils changent les compteurs d'eau. Donc on est loin d'être les premiers. La communauté de communes change les compteurs d'eau. Et c'est des compteurs radio-relevés. Donc c'est la caractéristique principale. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de venir humainement, d'avoir quelqu'un qui regarde. Ça envoie des impulsions radio et elles vont être récupérées par les camions poubelles. Quand les camions poubelles passent, ils vont récupérer les impulsions radio et voir ta consommation. L'avantage supposé, c'est que tu n'as pas besoin de quelqu'un qui passe, qui te dérange pour voir le compteur, et qui peuvent voir toutes les semaines à peu près ta consommation d'eau. Donc si tu as une fuite, ils te le disent pour la semaine. Ça, c'est les avantages. Les inconvénients, c'est que déjà, on se demande si vraiment ils auront accès à tout. Après, certaines personnes se posent des questions
de l'impact sur la santé d'avoir encore un autre truc qui envoie des ondes. Alors ils nous ont envoyé des normes, on a demandé à Julie, qui est spécialiste de l'eau, qui nous a dit que ces ondes-là, sur l'eau, c'est des ondes radio, donc par rapport, et la consommation, enfin, la puissance des ondes par rapport à d'autres choses, d'autres équipements électroniques est très faible. Mais c'est vrai que ça envoie une impulsion toutes les 16 secondes. Pourquoi toutes les 16 secondes quand il passe 2 fois par semaine? Bon. Donc il faut prendre le rendez-vous. Ben, c'est un truc qui envoie, comme ton téléphone, ça envoie des trucs quasiment tout le temps. Eux, c'est toutes les 16 secondes. Alors que, effectivement, parce qu'il y a d'autres installations où ils mettent une antenne. Dans ta ville, ils mettent une antenne. Et l'antenne, forcément, récupère quasiment presque en temps réel la consommation d'eau. Nous, c'est pas comme ça. Donc les 16 secondes, c'est vrai qu'ils pourraient envoyer, mais bon. Et je pense que le compteur, il ne sait pas quand le camion passe. Sauf que c'est ça qui... Ils oublient peut-être quelque chose de très important. Les compteurs ne leur appartiennent pas. Ils n'appartiennent même pas à la mairie. Les compteurs sont aux gens qui habitent dans les maisons. Non. Si. Absolument pas. Et on les a Absolument payés. pas. On les a payés. Oui, mais c'est depuis qu'il y a la compagnie de l'eau là. On les a payés, les compteurs. Il a payé. Bien sûr Mais qu'on a payé. si tu veux, ils te le laisseront. Eh bien alors. Lui, le rapport sur l'eau, tu l'as reçu quand ils ont pris l'eau, la communauté des communes. Oui. Lis les mêmes pages, le rapport sur l'eau. Les compteurs qui ont été installés. Et bien, les ça appartient compteurs qui ont plus. été installés. Ils t'appartiennent plus. Si, ils appartiennent à la preuve, c'est que si le compteur il est abîmé, il faut le changer. Et on va le chercher où? À la mairie. On allait chercher à la mairie, il faut 50 €. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie là encore? Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Les compteurs, ils sont plombés. Ils sont plombés, les compteurs avec la bague maintenant. Tu risques pas de changer ton compteur. Demande à Pierre. En fait, c'est comme ça. Avant, oui. Ils sont pas plombés. C'est le raccordement que tu payes. Jean-Marie il a changé ses 2 compteurs et il n'a rien payé. Ils sont venus, ils ont changé les compteurs parce qu'ils ne marchaient plus. Ils ont changé les compteurs, on n'a rien payé. Mais ils te le plombent. Et oui, mais les autres. En parlant de compteur, on va parler des Linky un peu. Si ceux qu'ils ont dit, pour l'instant, si tu refuses, donc ils sont passés, déjà ils ont fait peu, Chabon, Gignac, Agnan, quelques personnes ont refusé très peu. Tu peux refuser pour l'instant, tu peux refuser. Et à mon avis, dans quelques années, parce que pour l'instant ils font surtout le truc, mais peut-être qu'à un moment ils décideront d'imposer. Ah, ils te le mettront à l'extérieur. Ils te le mettront là. Ils feront. J'y suis passé moi, à Muriel, à la maison que j'ai. Et je ne suis pas à la maison, moi je suis jamais. Ils m'ont envoyé des lettres, jamais répondu. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un trou dans la rue, à côté de la vanne, ils ont mis un corps parmi le placard front et ils ont foutu un compteur. Parce que ça, ils nous ont dit qu'ils allaient repasser plusieurs fois parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir le propriétaire. Ils vont le mettre dans la rue après. Et ils ont dit tu peux refuser si tu veux le foutre dans la rue. Mais ils ont le droit. Et moi, ils m'ont rien demandé. Hein. Ils l'ont foutu dans la rue, je plaque. C'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai mis dans la rue. Moi, j'ai mis l'autre de la rue. Oui. Alors donc, il sert à rien si tu as l'extérieur. Et voilà, moi, ça, c'est dans la rue, voilà. C'est difficile pour eux. Au sujet des Linky. Linky, hypnothérapeute pour changer le compteur. Je leur ai répondu que quand ils seraient communicants, leur compteur, je les autoriserai à me le mettre. Parce qu'ils posent les compteurs Linky sur Saint-Guy des Verts et ils n'ont pas la communication en transfo. C'est-à-dire que chaque mois, tu es obligé de te faire tes relevés. Parce que même ceux qui ont payé les l'aéroport, j'ai payé 400 € je crois, pour mettre le petit boîtier à l'extérieur. C'est moi qui l'ai payé de ma poche pour ne pas être emmerdé. Les nouveaux compteurs Linky ne sont pas branchables à ça. Donc ils te mettent un compteur Linky et il faut que tu attendes soit que le mec vienne te faire le relevé, que tu sois là, soit que toi tu communiques tes relevés. Alors quand tu as saigné le désert, ils auront foutu les communications dans les transfos, je ferai changer mon compteur. Ben, tant mieux si tu ne communiques pas. Et là, il ne communique pas. Non, mais il a envoyé les comptes. Il envoie les comptes. Il n'y a personne, les transfos ne les reçoivent pas. Dans le jeu. Et il te faut faire tes relevés. Comme nous, on a nos comptes. Oui. Alors, à quoi ça sert de nous emmerder avec leur Linky? Bon. Allez, le tout courant.
Un autre sujet, si vous voulez bien, je pense que c'est assez tard. Donc, genre, si c'est vous qui payez l'apéro ce soir ou quoi? Voilà, on va suspendre la séance, sauf s'il y a encore une dernière question, mais... Non, mais c'est l'apéro, hein, mais tu dois faire la séance, mais qui a répondu. C'est vrai qu'on aurait pu prévoir l'apéro, mais assis. On n'a pas debout autour